Bon, alors nous allons commencer donc avec une expérience très originale. Donc une expérience sur l'outil domotique, sur l'aide robotique comme aide à l'accompagnement. Alors, c'est comme en Belgique, c'est une recherche-action à partir de chercheurs et à partir des établissements MAS. Il y a donc la MAS de Saint-Léon et la MAS de Saint-Côme qui sont conviés. Donc la présentation va vous être faite par Mélodie Blanchard, par Karine Gigot, par Nadine Vigouroux, Frédéric Vella et Philippe Truy. À vous de jouer. Bonjour, je suis Karine Gigot, je suis psychologue sur la MAS de Saint-Côme-d'Ault et également sur l'IEM Donner-le-Château. Nous souhaitons vous présenter le projet UPSESI. Ça fait maintenant 3 ans que nous préparons ce projet sur les 2 MAS, avec la MAS de Saint-Léon. Ce projet UPSESI s'adresse donc aux résidents des maisons d'accueil spécialisées, MAS de Saint-Côme et MAS de Saint-Léon, et aux jeunes de l'Institut d'éducation motrice Donner-le-Château, de la DEPI 1282. Il s'agit de personnes présentant une déficience mentale sévère, associée à diverses pathologies, polyhandicap, troubles du comportement et troubles sensoriels. Les personnes concernées par ce projet présentent avant tout un trouble du langage et un défaut d'autonomie. Alors, ce projet UPSESI, il faut aussi le replacer dans le cadre du projet individuel. Le projet UPSESI va viser à favoriser l'autonomie de la personne à partir d'une aide technique personnalisée pour l'aide à la communication et le contrôle de l'environnement. Alors, sur les établissements de la DAPEI, il y avait déjà un système qui avait été mis en place, c'est le Mind Express. Mais ce système n'avait pas donné satisfaction aussi parce que c'est un système standardisé et qu'il mettait en échec les personnes dans l'usage de l'outil parce qu'il y avait différents paramètres qu'on ne pouvait pas régler et adapter à leur handicap, si bien que souvent la personne elle-même abandonnait ou était vraiment en difficulté dans l'apprentissage. C'est pourquoi, en fait, on s'est adressé à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, l'équipe d'IRIT qui est à mes côtés, qui propose un système vraiment adapté à la personne. Donc, ils ont mis en place le système CECI, qui permet le contrôle d'environnement et de communication intégrée. Et l'outil est vraiment mis en place à partir d'une méthode de co-conception, un peu ce dont on parlait ce matin avec la méthode de co-construction. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on part des besoins de la personne, des attentes, de ses attentes, mais également les attentes de la famille et des aidants, et de l'équipe pluridisciplinaire sur les établissements. Cette méthode, elle vous sera présentée un peu plus précisément par l'équipe d'IRIT. Donc, en fait, sur les MAS et l'IEM de la DAPEI se propose de devenir ressources d'expression des besoins et terrain d'expérimentation dans cette recherche. Alors, ce qui pose aussi difficulté, c'est l'évaluation des personnes polyhandicapées, qui reste imprécise du fait de la difficulté d'accès au fonctionnement cognitif, aussi parce qu'il y a cette absence de langage verbal. Donc cette recherche, elle nous permet, par l'expérience, au moyen d'un outil personnalisé, d'évaluer les capacités cognitives et communicationnelles de la personne, au-delà justement de cette difficulté du langage verbal, de mieux connaître les possibilités de raisonnement et d'apprentissage de la personne, et on espère pouvoir également développer des compétences nouvelles. Donc en donnant à la personne les moyens d'exprimer ses capacités, on permet également aux professionnels de mieux comprendre son fonctionnement adaptatif et on permet de faciliter sa participation sociale. Je vous passe la parole à ma collègue Mélodie Blanchard, qui est psychologue sur la MAS de Saint-Léon,
pour vous présenter un peu le dispositif d'expérimentation sur les masses et l'IEM. Donc c'est un processus d'évaluation qu'on a construit ensemble. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile des outils d'évaluation qui soient adaptés aux personnes qu'on accueille au sein des masses. Donc on a un petit peu cherché ce qui existait. Alors la dame de ce matin nous a proposé également d'autres évaluations qui sont intéressantes. Donc en fait, on va essayer, comme vous a dit Karine, d'évaluer le raisonnement, les connaissances, les apprentissages, tout ce qui est du niveau des fonctions exécutives, comment la personne traite l'information, son niveau d'autonomie, de communication, de socialisation, donc tout le fonctionnement adaptatif, et aussi, comme nous l'avons dit ce matin, au niveau de son identité, ses centres d'intérêt, ses choix, ses désirs. Pour évaluer tout ça et permettre de développer tout ça, il y a l'expérience, donc la clinique du terrain. On utilise également l'outil Comvor, qui est un outil d'évaluation de la communication non verbale. L'analyse fonctionnelle, donc, qui est habituellement utilisée pour analyser les troubles du comportement, mais que nous avons détourné pour évaluer les situations de communication. Donc, ce qui nous permet de savoir dans quel contexte, dans quelle situation apparaissent les initiations d'interaction et comment le contexte réagit à la proposition de la personne. Donc, les données de l'IRIT également, qui vont vous expliquer ce qu'ils vont mettre en place, et l'intervention d'une ergothérapeute qui va permettre d'évaluer les progressions de chaque personne dans l'utilisation de l'outil. On utilisera également le P2CJP, donc il y a un outil qui est rempli par les personnes de terrain, familles et professionnels, et qui permet d'avoir un regard sur le développement de la personne et son fonctionnement aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de pluridisciplinaire pour les proches et les aidants, autant que les professionnels et l'équipe éducative médicale, et l'ergothérapeute. Tout le monde va donner les informations pour permettre de connaître mieux la personne. On va passer la parole à l'équipe d'IRIT, Philippe Truillet. Allez, les informaticiens, pas les mieux placés en fait. Donc on va vous parler un petit peu du projet. Alors, on en a déjà parlé, donc ça je vais passer un petit peu plus vite. Donc l'idée du projet, c'est à la fois une partie un petit peu matérielle, dont on va vous faire une petite démonstration après. Donc l'objectif, on parlait tout à l'heure d'outils. L'outil en réalité est un outil qui est extrêmement vaste, qui est basé sur des technologies qui sont très peu chères, puisque sur la partie matérielle, ça correspond à quelques dizaines d'euros, on va dire à peu près une trentaine d'euros. Et puis il y a aussi une partie logicielle qui est complètement adaptable. Donc, un des objectifs, vous savez, va être clairement de pouvoir s'adapter à chacune des personnes et de rester aussi compatible avec les technologies qui évoluent au fil du temps. Ça, c'est un point assez important. On se base notamment sur... alors nous, on est informaticiens bien évidemment dans l'équipe, mais on est surtout dans l'interaction homme-machine. Donc on est aussi sur des cycles de conception qui ne sont pas des cycles de conception figés. Et on va parler de conception centrée utilisateur. Une conception centrée utilisateur, ça veut dire d'une part être centré bien évidemment sur les besoins, mais ça veut dire dans un premier temps analyser les besoins s'ils existent, et surtout être capable de concevoir avec l'utilisateur à partir de différents types de prototypes. Donc on ne fournit pas forcément un produit qui soit un produit final dès le départ. Donc ça va passer par plein de techniques qui vont nous permettre de pouvoir concevoir des questionnaires, des observations in situ aussi, quels outils manipulent les personnes, parce que ça peut être aussi quelque chose d'assez important, de pouvoir assurer une certaine continuité. Et puis aussi les capacités actionnelles. C'est-à-dire, si la personne est capable de bouger un doigt, deux doigts, bouger la tête, bouger les yeux aussi pour pouvoir pointer, ce genre de choses. Donc c'est un peu cette boucle action-rétroaction qui nous semble très très importante. Voilà. Donc, tu veux...
vous explique un peu la méthode qu'on a mis en place pour ce projet. Comme il a expliqué Philippe, avec la conception, c'est entre utilisateurs qui participent à la conception, mais lorsque celle-ci ne peut pas s'exprimer, ben, il faut mettre en place un intermédiaire. Et ici, ça va être l'écosystème de la personne en situation de handicap. Ici, l'écosystème, c'est le médico-social et les proches. Donc, on a mis en place pour pouvoir faire un intermédiaire entre la personne handicapée et le chercheur, une fiche besoin qui est remplie avec les médiateurs et la personne en situation de handicap. Cette fiche de besoin nous est retournée vers nous. À partir de là, non seulement on a d'abord la fiche de besoin en 1, puis en 2, on a aussi le profil utilisateur de la personne, c'est-à-dire ses capacités, sa pathologie et ce qu'elle est capable de faire, en plus de ses besoins. Et à partir de là, une fois qu'on a récupéré tous ces besoins qui étaient mis par la personne, on donne des prototypes à la personne en situation de handicap. Et ces prototypes peuvent être basse fidélité, et là ça peut être des simples maquettes, plus des prototypes haute fidélité, prototypes qui fonctionnent. Et bien entendu, les médiateurs vont nous aider à configurer, valider la personne handicapée, à configurer l'interface pour qu'il puisse être adapté à la personne. Voilà. Et donc, il faut savoir que quand la personne est multiple, soit elle va communiquer avec des mouvements résiduels avec les médiateurs, soit les proches connaissent assez bien le mode de communication de la personne, ils vont réussir à l'aider à exprimer ses besoins. Voilà. Et bien sûr, à la fin de toute l'expérimentation, il y a une questionnaire de satisfaction. Donc, la philosophie de ce projet, c'est conçu pour tous, avec une accessibilité universelle, si possible, et bien sûr, peu cher, comme l'a expliqué Philippe tout à l'heure. Donc là, je vais vous faire une démonstration. Alors, il y a une petite simulation d'une chambre. Alors, c'est une chambre portable. Hein. Donc, voilà, vous avez un local, vous avez des petites loupiottes aussi qui peuvent être allumées. Vous êtes obligé de transférer le PC pour que vous puissiez voir l'interface. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a vraiment deux parties. Une partie matérielle, donc qui est basée sur des technologies qui sont maintenant largement répandues et très très peu chères, qui sont complètement intégrées quand même. Hein. Il y a un petit travail d'intégration important. Qui permet d'être accédé par différents types, donc qui permet donc déjà d'accéder à plein de protocoles hein, qui sont la plupart du temps installés dans des maisons, alors soit installés par défaut sur des nouvelles maisons équipées, soit que l'on peut installer en achetant du matériel, notamment chez votre meilleur commerçant du coin ou sur Internet. Donc ça peut être des technologies, vous allez avoir des liaisons radio, infrarouge, Bluetooth, tout ce que vous voulez, en tout cas, voilà, on est capable d'intégrer tout ça. Donc une partie matérielle qui fait l'interface avec le matériel domotique, donc allumé, communiqué notamment au travers d'Internet, et puis une partie qui est logiciel complètement configurable. Donc ce que vous voyez à l'écran est un clavier donc, qui est généré à partir des besoins de l'utilisateur. Donc, à partir des besoins et à partir aussi des capacités de l'utilisateur. Donc vous avez un certain nombre ici de pictogrammes, donc on peut imaginer tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être vraiment aussi un clavier qui peut être à base de lettres ou à base de phonèmes ou tout ce qu'on veut. On a un générateur comme ça à partir des besoins des différents claviers et des dispositions aussi qui sont un petit peu particulières et des méthodes qui sont aussi adaptées à l'utilisateur. Donc ça peut être des méthodes de balayage, des méthodes à partir de pointage. Donc là je crois que tu utilises du balayage, c'est ça? Il casse tout le matériel, donc ça marche pas bien. On va rebrancher. C'est un petit peu plus simple. Oui, mais ça devrait. Voilà. Donc Frédéric va utiliser un clavier à balayage, c'est ça?
c'est bon. Alors, il faut savoir que lorsque la personne, voilà, je vais simuler une personne tétraplégique. Une personne tétraplégique, comme je disais tout à l'heure, va avoir des mouvements résiduels. Alors, ça peut être un simple doigt qui bouge, un pouce, ou la tête, des mouvements qui lui restent. Le système de balayage, à peu principe, on ne peut pas déplacer le curseur, ben, il va y avoir un balayage qui va s'effectuer en une colonne qui va simuler le déplacement. Et par simple clic, je vais pouvoir sélectionner d'abord la ligne où je veux l'item. Par exemple, je vais sélectionner la première ligne en appuyant sur le bouton sur le menton. Et ensuite, je vais Contrôle d'environnement. voilà. Je sélectionne le contrôle d'environnement. Et là, ce contrôle d'environnement, c'est pour pouvoir allumer les lumières, faire un appel malade, tout ça. Alors, par exemple, je vais faire un appel malade, la lumière de rouge, vas-y, vous monte. Appel malade. Hein? Je passe à bouger. Avec les notés? Ah oui, je peux allumer la prise. Non, mais je me suis trompé. Alors, quand on se trompe, on va attendre que ça revienne au début. Voilà. Alors, je vais aller allumer la lumière. J'ai branché sur la prise. Allumer la prise. Donc voilà, donc ça donne une autonomie à la personne si jamais elle est dans sa chambre, il fait sombre, quoi. Il suffit de brancher une lampe sur une prise qui est vendue dans le commerce, qui est avec une certaine norme de domotique, et à partir de là, la personne peut être autonome. Donc ensuite, donc aussi, on peut, moi j'ai pas laissé internet, hein. Retour. On peut, par exemple, si j'avais une télévision ici, Télévision. utiliser la télévision, par exemple. Alors, je sais pas combien de temps il me reste. 2 ou 3 minutes. Prends le temps. Je peux vous montrer une petite vidéo. Ça dure pas très longtemps. Alors, par contre, je vois, on tombe dessus. Non, Nadine. Oui. Allez, non. C'est bon. Et c'est celle-là. Alors, c'est chez moi. J'avais utilisé le système ceci pour pouvoir allumer la lumière chez moi et la télévision. Je ne sais pas si vous la voyez, la vidéo, là. Voilà, par exemple, je regardais la télévision. En ce moment, j'ai un comptateur qui permet d'avoir mes mains pour piloter le fauteuil. Ça peut avoir un avantage. Et j'ai mis le système de balayage en marche. Ça, c'est le boîtier de l'ancienne version. Alors, là, par exemple, je vais allumer sur la 3. Et là, vous voyez Nadine qui a un boîtier, une nouvelle version. C'est un boîtier où on peut... dedans, il y a des émetteurs, récepteurs, infrarouges et radio. Et dessus, il y a des jacks pour brancher des simples comptateurs. Ça permet, plus on peut en brancher, et plus on peut réaliser des actions avec. Là, par exemple, si on revient sur la vidéo, je vais allumer la lumière. Donc, j'ai sélectionné ma ligne, maintenant je vais sélectionner la domotique, et là, je vais allumer la lumière. Voilà. Donc, ça s'est fait par infrarouge. Et maintenant, du fait qu'il y a l'émetteur récepteur radio, on est capable d'allumer des prises pour pouvoir allumer des lampes branchées. Je sais pas, Nadine, tu veux... Voilà, ce qui nous semble important aussi, c'est que ça ne soit pas limité à... Voilà, là, c'est, on va dire, presque une preuve de concept, très avancée, bien évidemment, mais que les familles peuvent aussi s'accaparer de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une nouvelle technologie, il y a ce genre de choses. Voilà, tout le monde peut participer et tout le monde peut aussi voilà, montrer et faire en sorte que ça puisse fonctionner. L'idée étant que la technologie existe, elle est là, et elle n'est pas très chère aussi, et que tout le monde puisse en profiter. Nadine ? Ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, notre démarche, c'est vraiment la collaboration avec les personnes en situation de handicap et tout leur écosystème. C'est vraiment très important.
Je me rappelle l'exposé de ce matin disait de prendre en compte l'ensemble des aidants. Effectivement, les équipes pédagogiques, hein, les équipes psychosociales, les ergothérapeutes, c'est vraiment une collaboration de ce que nous, on a défini comme l'écosystème qui est essentiel pour la réussite et l'acceptabilité de ce type de dispositif. Donc, merci beaucoup pour cette première présentation donc, de cette table ronde sur l'évaluation. Donc en termes d'évaluation, maintenant nous avons vu une première expérience, donc il y a une deuxième expérience qui va être présentée, qui est sur un pôle d'évaluation sur l'IME de Pierre Sarrault à Montauban. Donc nous avons Madame Allègre et Madame Gilles de Gomez qui vont nous présenter leur expérience. Merci. Nous avons fait le choix en fait de vous présenter un petit film pour rendre compte de notre démarche d'évaluation. Voilà, parce qu'à l'IME Pierre Sarrault, on utilise beaucoup le visuel pour accompagner les enfants et au bout du compte aussi même des fois pour communiquer entre nous et donc avec vous aussi. Donc c'est ce choix que nous faisons aujourd'hui. Peut-être quelques clés pour comprendre la démarche, mais je pense que c'est dit ensuite dans le film, c'est que c'est un processus assez long. On part de l'observation au départ sur un établissement. Il y a quelques années, moi quand j'arrive à la direction de l'IME, je pose beaucoup de questions. Je dis pourquoi on fait ça et sur quoi on se base. Je suis un peu grain de sel et fausse naïve peut-être, etc. Et de fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a des choses très riches qui sont de l'ordre de l'observation de la part du personnel éducatif, mais on ne sait jamais s'ils parlent de la même chose, quand ils parlent de l'autonomie d'un même jeune. Et donc, de fil en aiguille, nous nous sommes tous formés sur un certain nombre d'outils d'évaluation, principalement l'outil d'évaluation éducative qui vous sera présenté, qui est le ROCS, le référentiel d'observation des compétences sociales, donc moi-même et le chef de service de l'époque également. Et de fil en aiguille, voilà, c'est pour rendre compte de cette démarche, pour de l'observation, de quelques évaluations isolées, pour arriver aujourd'hui, on peut le dire, un véritable pôle d'évaluation et une évaluation croisée pluridisciplinaire qui nous est fort utile pour accompagner au mieux les enfants. Voilà, on va présenter le film et ensuite surtout répondre à vos questions. Le film.
la voiture.
Bon, Madame Gilles de Gomez, vous voulez nous dire 2 mots? Un peu ce que je disais à l'introduction, c'est un long travail, quoi. Il faut pas baisser la garde et c'est un long processus. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que c'est pas une équipe d'experts, c'est vraiment l'ensemble des professionnels, y compris éducatifs, qui se sont appropriés tous ces outils d'évaluation et qui les mènent. C'est devenu un réflexe, l'évaluation. Voilà. Puis on l'amène tout au long du parcours de vie de l'enfant et de l'adolescent, donc dès son arrivée jusqu'au moment où il quittera notre établissement pour actuellement aller vers le secteur spécialisé adulte ou ailleurs. On a principalement vu des enfants, mais voilà, on a aussi une démarche adaptée pour nos adolescents et nos jeunes adultes. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup de questions à Je vais poser. simplement rajouter que Oui, allez-y. ces 2 exemples sont des belles illustrations et mettent en image tout ce qui a été dit ce matin. Donc vraiment la recherche, parce que ces 2 expériences, c'est mettre en avant et essayer de trouver le potentiel de la personne pour lui offrir la meilleure qualité de vie possible depuis l'enfance par rapport aux apprentissages et après son futur en tant qu'adulte. Moi j'avais une première question et ce qui n'a pas été dit dans votre présentation, et finalement ce qui revient à la question qui a été posée ce matin sur justement certains résidents qui ont vraiment un handicap sévère et lourd, polyhandicap. Comment nous avons fait pour déjà choisir les résidents qui allaient être inclus dans cette recherche. Voilà, il y a déjà une première évaluation qui a été faite, un premier travail qui a été fait de présentation aux résidents ainsi qu'aux parents. Parce qu'il ne faut pas oublier que les parents des personnes qui sont inclus dans ce projet ont été aussi informés et font partie du projet. Donc voilà, c'était peut-être un peu pour que vous expliquiez le cheminement qu'il y a déjà eu. Concernant le choix des personnes, ça part essentiellement d'une observation de terrain. Et alors, vraiment chaque résident a sa particularité, je dirais. Pour certains résidents, déjà à la masse, il y a des résidents qui utilisent des classeurs de communication avec pictogrammes, donc qui ont déjà un accès un peu à un usage symbolique d'une forme de langage, mais par l'image. Et et souvent, je pense à ce résident spécialement, il y avait une demande aussi, depuis longtemps aussi concernant l'informatique, de pouvoir envoyer des mails, enfin, d'avoir une communication également par ce biais. Donc c'est vrai que l'équipe d'IRIT, par exemple, pour lui, c'était vraiment l'occasion de pouvoir mettre en place ce système informatisé de son classeur de communication. Parce que c'est un résident pour lequel aucun autre système pourrait s'adapter. Parce qu'il a juste un mouvement résiduel au niveau des pieds. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, par le travail que font l'ensemble de l'équipe, c'est que vraiment ils recherchent le mouvement résiduel pour chaque résident et ils vont adapter un commutateur vraiment spécifique à la personne. Donc pour ce résident, par exemple, il y a un clavier à pied qui n'a pas encore pu être utilisé, mais qui pourra s'adapter pour lui. Pour d'autres, il y en a qui ont un mouvement résiduel juste du doigt. Là, je vois pour l'IEM, il y a un garçon en ce moment, le papa a installé avec l'ergothérapeute un commutateur juste au niveau de la tête, mais il y a peut-être aussi quelque chose à développer aussi de ce côté-là. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est de partir aussi de ce qui se passe sur le terrain. Il y a eu une demande aussi des parents. Il y a certains résidents comme Florent qui est présent dans la salle avec nous et que vous avez pu voir ce matin sur la vidéo de la plongée, qui avait un commutateur qui n'est plus adapté actuellement à l'évolution de son handicap, puisque Florent vieillit et voilà, et son handicap avec lui. Et c'est vrai qu'il avait un commutateur à la maison pour diriger, actionner sa radio et la télé. Et l'évolution actuelle de son handicap fait qu'il ne peut plus du tout l'utiliser. Donc les parents, ça les intéressait
d'avoir un nouveau type de commutateur pour qu'il puisse à nouveau actionner lui-même sa télévision ou sa radio, alors qu'actuellement il passe par notre intermédiaire, il a besoin d'une aide d'une personne, donc il avait perdu cette autonomie, il va pouvoir la regagner avec l'équipe d'IRIT. Après, il y a un autre résident auquel je pense aussi, pour lequel l'équipe s'est longtemps demandé quelle capacité il avait de compréhension, même lorsqu'on s'adressait à lui. Il avait toujours un peu un visage un peu figé, mais pour moi c'était plus défensif. C'est un peu sa façon d'être, il est assez malin. Mais par l'observation en fait, du quotidien, on avait vu qu'il était très intéressé par tout le système électronique, donc il connaissait très bien le fonctionnement de la télécommande sur son lieu de vie. Et ses parents observent qu'à la maison, il est très intéressé pour observer les photos sur le téléphone portable, même actionner le téléphone portable pour faire des petites vidéos. Donc on voit, voilà, on perçoit déjà par l'observation à l'intérieur de la masse comme auprès de ses parents son intérêt pour tout ce qui est outils informatiques. Donc lui, il est partie prenante aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est de partir de l'observation, comme on disait, du terrain, des professionnels, des aidants, de la personne elle-même. Et on a la chance, pour moi c'est une chance, de faire votre rencontre et d'avoir cette possibilité de pouvoir adapter quand même pour chacun un outil. Ça, c'est précieux pour nous. Voilà. Bon, alors, il nous reste 10 minutes pour poser des questions à la première expérience ou à l'évaluation qui a été présentée. Qui veut poser une question? Madame Taillade. Alors, c'est pour l'IM Pierre Sarraud. La question que j'ai posée dans les évaluations, vous avez parlé des professionnels, mais pas du tout des familles. Alors, c'est Audrey qui va répondre là. De quelle façon? Je me suis bien dit qu'on avait oublié. Et quand M. Benazé m'a demandé si je voulais, après j'ai dit, mais tiens, tu n'as pas parlé des familles. Donc, Audrey va expliquer de quelle façon on associe les familles, parce qu'elles sont associées. Oui, tout à fait. Elles sont associées dès le départ, dès l'admission de l'enfant au sein de l'institution, où je vais moi-même les rencontrer et mener un entretien semi-structuré à l'aide de la Weinland 2, révisé. Et puis, on va aussi, conjointement avec les rééducateurs et l'éducateur, mener avec les parents aussi un profil sensoriel pour les enfants pour lesquels on a des hypothèses de particularités sensorielles qui auraient besoin d'être accompagnés. Et en tout cas pour lesquels il faudrait nous mettre aussi en place des aménagements. Voilà, donc ça c'est au moment de l'admission, et puis ensuite en fonction, tous les 2 ans, on peut réévaluer, refaire ce genre de processus avec les parents, alors, dans le cas d'un entretien formel ou d'un entretien libre, sans forcément utiliser la Weinland, parce que des fois ce n'est pas toujours nécessaire. Je crois que la question de Madame Taillade, si je peux la déformer un peu, est-ce qu'ils sont interrogés pour nourrir le projet ou est-ce qu'ils sont co-constructeurs? Ils sont co-constructeurs, donc sur le temps d'évaluation, ils participent à certaines passations. Ensuite, ils alimentent avec un recueil précieux d'informations et de desiderata. Et tout au long de la construction du projet, eh bien, ils sont interrogés, ils sont co-constructeurs. C'est-à-dire que les professionnels vont faire des observations, des évaluations et proposer, eux d'autres, et on se rejoint, on discute et on co-construit. Voilà. Et on finalise ensemble. Le projet définitif, il est vraiment celui qui a été construit de concert. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces 2 expériences? Je ne vois pas grand monde là. Ça va mieux là. Oui, à ma droite là, on arrive avec le micro. Nos compétences de travail. Marche. Menuisier. Parce que j'ai reçu mon premier diplôme comme menuisier. Donc, monsieur a reçu son premier diplôme, c'est ça qu'il veut nous dire? C'est un diplôme de...
De menuisier. Ouais. Bon. Eh bien, c'est... Félicitations. Ça nous permet de développer nos capacités d'adaptation. Est-ce qu'il y a une autre question ou un diplôme à faire valoir? Pas les salariés de la DAPI, bien sûr. Une autre question. Mais je vois un maillot, là, ils ont tous le même maillot. Je me demande qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Ah, vous allez nous expliquer après, hein? Après. C'est pas un syndicat, hein? Non, ah non, 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 non. Moi, c'est une question pour l'IME. J'ai ma fille là-bas, Oui? Chanel Angelina. Et est-ce que quand elle est à l'école, parce que là, elle va rentrer avec des ados, Oui? et j'ai besoin d'être rassurée. Parce que moi, je ne l'ai pas souvent à l'école, et je ne l'ai pas souvent avec moi, famille d'accueil. C'est pour me rassurer. Voilà, donc si je comprends bien, c'est une jeune maman qui demande... Comment? Oui. Et qui demande d'être rassurée par rapport à quoi précis? Par rapport à l'adolescence ou par rapport... bon. Elle est à l'IME, elle va rentrer avec des adolescents. Bon, donc c'est quelque chose qui est plus général que la question qu'on évoque. Mais Madame Gilles de Gomez, en un mot, vous répondez? Oui, c'est Angélina. Mais je sais, voilà. Eh bien, oui, alors, on s'est déjà vu parce qu'Angélina, elle est là depuis quelques temps et maintenant, je pense qu'elle change de groupe. Et donc, vous le savez, je vous recevrai et je peux vous recevoir. Et c'est normal que vous ayez besoin d'être rassuré. Et moi, je peux vous voir dès la semaine prochaine avec les éducateurs. Bon, Angéline. Quand je la vois, Angéline. Donc, elle vous répondra après pour quelque chose de particulier, mais là, on répond par rapport au thème de la journée. Merci, vous pouvez rencontrer Mme Gilles de Gomez tout à l'heure. Il y a M. Gosselin qui va poser une question. M. Gosselin de l'autre côté. Ah, il n'y a plus de pile. Hein. C'est pas grave, on avait essayé de parler à ce moment. La question que je voulais vous poser, c'est l'outil d'évaluation à travers ce glace sanitaire. C'est quelque chose de nouveau, vous l'aviez avant? On ne l'avait pas avant. Avant, comme on voit dans le petit film, l'éducateur, l'orthophoniste, psychomotricien, psychologue avec l'enfant sont dans une même pièce. Et ceux qui observent et qui notent sont sur le côté et avec leur petit cahier, ils notent, etc. Donc là, c'est un plus dans le cadre du nouveau bâtiment, M. Gosselin, où c'est que nous avons eu la possibilité d'installer ce vrai pôle d'évaluation. Donc ça va apporter plus de qualité parce que l'enfant sera moins perturbé par les personnes autour. Voilà. C'est un outil qui existait ailleurs, que vous avez retrouvé Non. Ou qu'il avait mis en place? C'est nous, au fil du temps, en se posant des questions, en essayant de se poser les bonnes questions, en échangeant entre nous, qu'il l'avons construit comme ça, oui. Eh bien, je vous en remercie parce que ça permet de réaliser une première à travers un projet qu'on a mené à bien. Pour les professionnels. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, sur... Oui. C'est pas une question. C'est pour dire que c'est rassurant de voir ça, c'est rassurant de voir cette méthodologie, c'est rassurant de voir que l'équipe, de façon institutionnellement, arrive à évaluer. C'est du circuit. On sait d'où on part, vous savez d'où vous allez, vous pouvez apprécier, mais bon, c'est tout simple à dire, mais il faut le faire et il faut même généraliser ce que vous faites. Bon. Oui. Pour continuer dans ce que vous dites, j'ai une formule qui dit qu'on ne peut pas accompagner avec un bandeau sur les yeux. Donc il est essentiel de savoir. Voilà. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question par rapport à la domotique. Regarde. Ah! Un jeune retraité.
Enfin, jeune, je ne sais pas, mais retraité. Allez, essayez, mais... Donc, c'est la question du coût. Parce que, effectivement, le coût. Tiens, le micro, c'est en fait le coût de ce matériel, le coût de ces équipements, voilà. Et dans quel cadre aussi une personne qui veut s'équiper, ou une famille qui veut équiper, ou un établissement qui veut équiper, peut être aidé et dans quelle mesure. Voilà, c'est, bon, disons, préoccupation, quoi. Tordez le cou. Alors le coût, ça va dépendre de quoi on parle. Voilà, le coût matériel à l'heure actuelle, justement, enfin nous on est plutôt dans une approche un peu do it yourself et vraiment quelque chose à bas coût. Notamment parce que c'est vrai qu'on est parti aussi du constat que le coût des équipements est extraordinairement cher et puis pas forcément bien adapté. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie essentiellement sur des choses qui sont à coût très faible. Typiquement, ce petit boîtier là, alors il est ce qu'il est, hein, et puis il est sans doute amené à évoluer. Le coût est à, allez, ouais, moins de 100 euros. Voilà, moins de 100 euros, sachant qu'on peut mieux faire si on peut augmenter la production, ce genre de choses. Voilà, là tout est fait de manière un peu maison, et en plus, tout le monde peut le faire. Voilà. Voilà. Ça aussi, c'est une démarche qu'on veut développer, c'est que tout le monde doit avoir accès à ce type de matériel. Après, je veux dire, le coût d'accompagnement, hein, c'est sûr, le coût de travail, d'observation, ce genre de choses, là, effectivement, il est forcément grand parce qu'il faut accompagner chaque personne et chaque personne dans le temps. Comme soulignait Karine aussi, il y a l'évolution du handicap, il y a l'âge, il y a l'évolution des désirs, des besoins. Le fait de pouvoir peut-être simplement interagir un peu, ça donne envie d'aller aussi plus loin et ce genre de choses. Donc c'est ça qui est le plus, on va dire, cher entre guillemets, mais c'est aussi le plus passionnant. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Bon, en fait, le coût, ce n'est qu'une question d'argent, quoi. Ouais. Oui, pardon. Si on veut construire un boîtier ou un commutateur entre, par exemple, la télévision et le boîtier, etc., l'ordinateur, patin couffin, donc c'est en free access, c'est-à-dire qu'on peut trouver les plans et un établissement, un parent, un éduc peut faire ce truc-là. Oui, c'est un peu le modèle économique qu'on aimerait mettre en place, c'est-à-dire soit le papa est bricoleur, il peut tout refaire. Hein? À un moment aussi, pardon, désolé, à un moment le papa est bricoleur et ils peuvent construire ce boîtier de toutes pièces, on lui donne les références, puis il achète les composants. Soit on peut imaginer, par exemple, les composants peuvent être seulement vendus et puis la famille a construit le boîtier. Les logiciels sont gratuits et téléchargeables, ou bien le boîtier peut être vendu et l'argent peut être, par exemple, profit de quelque chose. Et voilà. Nous, quand chercheurs, on n'a rien à gagner. Bon. On peut se faire aussi aider des Fab Labs. De plus en plus, il y a des Fab Labs qui sont dans vos... un peu dans chaque ville. Les Fab Labs, monsieur Dussol. Vous connaissez pas les Fab Labs? Et typiquement, il y a plein de projets qui émergent comme ça, et c'est ça qui est bien. Et puis on partage les compétences. Là, il y a un projet qui vient de sortir, qui est une embosseuse braille, qui est à moins de 80 €. Quoi. Voilà. Et c'est simplement du matériel et du partage de compétences. Ce que je disais tout à l'heure, la technologie, elle est là, elle est pas chère, bon, surtout si on achète en Chine, mais je suis pas sûr qu'il faille le dire. Mais voilà, c'est dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter. Bon. Alors, ils sont pudiques, ils ne le disent pas, mais le coût de la recherche, quand même, c'est pas anodin, quoi. Mais, je le répète là, parce qu'il y a beaucoup de salariés, si des gens ont des idées, ils le transforment en projet, que ce projet a un sens par rapport à ce qui est dit, n'hésitez pas, j'ai jamais entendu de projet réaliste qui n'avait pas une solution financière. Je vous le répète. On est plutôt en manque de projets à initier que l'inverse. Je ne le redirai pas 2 fois, ça m'a échappé là. Hein. Je retire, excusez-moi, trop tard. Bon, eh bien écoutez, merci parce que quelqu'un me disait tout à l'heure, vous voyez, c'est la révolution. C'est
Mais non, il y a beaucoup de choses qui se font. On est en continuité. Et bravo et merci.